écoute, je suis enchantée de faire ta connaissance. Moi aussi. Voilà. Pour commencer, on va faire simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi je suis Ruth Pierre, entrepreneur depuis maintenant une dizaine d'années. Alors j'ai rien à voir avec le parcours entrepreneurial et je suis maman de 2 enfants aujourd'hui. Voilà. Très bien. Alors, quelle est ton entreprise? Tu fais quoi exactement? Alors l'entreprise s'appelle Neo Shipping. L'objet de Neo Shipping, c'est vraiment permettre de connecter les territoires émergents au commerce international. C'est-à-dire qu'on leur permet, on répond à la problématique de livraison et distribution, les derniers kilomètres, et le tarif, puisque en général le plus gros frein, c'est vraiment le coût de cette livraison de ces derniers kilomètres entre l'Europe, les États-Unis et principalement l'Afrique, les Caraïbes. D'accord, donc oui, tu es dans le domaine donc de la livraison, du transport, Exactement. avec les territoires d'outre-mer, c'est ça? Alors les pays émergents? Oui, exactement, les territoires d'outre-mer, les pays émergents, l'Afrique et tout ce qui va être grand export finalement, parce que cette problématique que je pensais lointaine, on la retrouve par exemple avec la Corse, tu vois, une chose auquel on ne s'attend pas, mais c'est vrai que se faire livrer en Corse aujourd'hui, c'est aussi un sujet. Ouais. Donc on répond aussi à cette problématique-là. D'accord. Alors je pense que ça va être particulièrement intéressant comme interview parce que j'ai l'impression que tu es un peu une cumularde. Dans le sens où, alors déjà tu es une femme, Voilà, tu es black. voilà, On dit les choses ici. voilà, on Hein, dit les choses. voilà. Parce que c'est un grand sujet en ce moment, Ouais, le traitement des personnes noires, notamment aux États-unis. Il y a Ouais, beaucoup de mouvements. C'est assez hallucinant d'ailleurs, on pourra éventuellement en parler. Mais bon, voilà, donc une femme, tu es noire en France, donc pour entreprendre dans le milieu des transports Et maman, et maman de 2 enfants. Tu cherches les ennuis. on va dire ça. Première question, elle est simple, hein, c'est quelle mouche t'a piqué? Pourquoi et comment tu es devenue entrepreneur? Le déclic, en fait, à ma dernière année de fac en 2012, je recherchais un job étudiant. Donc je galérais. Enfin, moi, je suis jamais acceptée chez McDo, jamais acceptée dans les fast-food. Donc, du coup, je me suis mise à faire un truc que finalement je sais faire, communiquer. Tu vois. Et donc, j'ai répondu à une annonce d'un assureur qui recherchait une téléprospectrice. D'accord. Voilà, un téléphone, une connexion internet, voilà. Et puis donc je réponds à cette offre et puis là j'échange avec ce monsieur. Mais tu vois, 2012 c'était le boom du statut auto-entrepreneur, personne ne savait comment ça marchait. Et puis ce monsieur me dit écoute, non, moi je prends pas de gens en salariat, il y a le statut auto-entrepreneur, fais ça et puis tu me fais tes factures, on travaille comme ça. Donc là moi je connais pas, je dis bon ok, donc je m'exécute, je fais mes recherches, etc. Je crée ce fameux statut auto-entrepreneur. Et puis, je me rends compte très vite à ma première facturation, où là, c'est toi qui fais tes calculs, où là, je vendais le rendez-vous, je crois, 30 €, le rendez-vous validé. Et donc, la première facture que je fais, je crois que ça faisait une affaire de 800 ou 900 €. Quand tu es étudiant, tu te dis, attends, merde, c'est énorme ce truc-là. Alors que je faisais du babysitting, tu vois, pour 600 balles. C'est pas le même tarif. Et donc, de là, j'ai dit, mais attends, c'est génial ce truc-là. Et puis donc je continue à m'informer, une auto-entreprise c'est quoi, comment ça marche et compagnie. Et puis je me rends compte qu'en fait, non, on devient son propre patron. Donc j'étais plus dépendante d'un tiers qui, lui, c'était ses conditions. Mais comme c'était mon auto-entreprise, ce sont mes conditions, donc mes tarifs. Et donc là, c'est parti comme ça. Donc j'ai travaillé avec ce monsieur plusieurs mois. Et puis quelques temps après, du coup j'ai voulu me diversifier un peu. Et j'ai rencontré Restopolitane, Stéphanie Pellafra, qui a été ma première vraie cliente en poste, etc. Et puis là, je me suis retrouvée toute seule à une conciergerie, j'étais toute seule. Le service démarrait, donc c'est génial, j'ai pu créer des choses, etc. C'était en France? Ouais, c'était en France. C'était en France. Et puis voilà, après, tout est parti, c'est parti comme ça. Je me suis prise de passion pour ce truc-là. Puis j'adorais mes factures à 2000, 3000. C'est trop bien. On commence à s'habituer. Voilà. Et puis voilà, et le job que je faisais était hyper apprécié, puisque je suis partie de Restopolitane 4-5 ans après. Parce que j'étais enceinte et que à un moment donné les choses s'arrêtent et puis
j'ai privilégié mon petit bébé sur ma carrière professionnelle. Et puis voilà. Puis après, pendant ce temps de congé parental, etc., congé mater, je me suis dit, mais attends, bon, si tu veux le truc pour quelqu'un, tant qu'à faire, crée ta boîte. Tu vois. De là, 2016, je me dis, bon, allez, je crée ma SASU avec 200 balles, je n'avais pas d'argent. J'ai mis 200 balles dedans, puis je sors mon cabinet, ça y est. En fait, c'est le début des emmerdes, parce qu'en fait, là, tu as l'URSSAF, les impôts, les déclarations, un nouveau monde. Ouais. Et puis, voilà, puis après, à chaque fois, voilà, je prends les challenges un petit peu de la vie comme ils viennent. Et puis, de toute façon, on a deux choix, hein. Soit on reste debout et puis on continue à avancer, soit on s'écroule et finalement, moi qui rêve grand, finalement, je vois pas mes rêves. Donc, du coup, j'ai pas vraiment d'alternative. Et puis, tout est venu de là. Puis, j'ai continué. Et pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui, c'est parti d'un besoin. En 2017, moi, je suis originaire de Haïti. Donc, j'ai toujours de la famille là-bas. Et donc, j'ai eu un besoin, en fait, d'envoyer... Enfin, je suis ma mère qui avait besoin d'envoyer des meubles ou je sais plus quoi. Et puis là, je cherche sur Internet, tu vois, société de transport, livraison Haïti, etc. Et il n'y a rien. Et là, je me dis, mais attends, c'est pas possible, ça, c'est quand même un pays dans le monde, comment ça se fait qu'on livre pas? Et donc, j'ai trouvé que des DHL, FedEx, des trucs qui te coûtent 3 bras de jambes pour 500 grammes. Et de là, je me suis dit, tant qu'à faire, attends, mais comment ils font les Haïtiens pour envoyer quand même? Parce qu'il y a quand même un moyen. Et donc, j'ai découvert ce milieu un petit peu informel du transport par voie maritime en conteneur, complètement informel, où tu n'as pas de suivi. Tu as quelqu'un qui vient te voir qui te dit ouais, c'est 100 balles, donne-moi 100 balles, donne-moi ta marchandise. Tu n'as pas de facture, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien. Tu as juste tes sous et ta marchandise qui s'en vont. Et tu pries pour que ça arrive à bon port. Donc là, ça peut prendre. Et là, c'est le début de l'angoisse. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je sais communiquer, bon, je sais comment créer une boîte, on va le faire. Et donc, je l'ai fait en statut auto-pro au début. Et à ma grande surprise, ça a grave matché, parce que moi, je me suis dit, attends, comment je vais faire pour remplir un conteneur? Tu as le gros machin là, qui va faire 70 mètres cubes, on fait comment? Et puis, non, finalement, les gens ont répondu à l'appel, se sont sentis vraiment considérés, parce que finalement, il y avait enfin une offre dédiée, faite pour eux, par quelqu'un qui connaissait la problématique, entre guillemets, parce que je ne la connaissais pas vraiment à l'époque. Je la voyais moi en tant que particulier. Et puis, et de là, voilà, quand j'ai créé ce truc-là, ça a bien fonctionné au début. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que, j'étais une femme, t'entends ma petite voix fluette, imagine, elle est gentille, celle-là. Et je rentrais dans un milieu d'hommes, tu vois, où là, je ne savais pas. Surtout le transport maritime, le truc, il n'y a pas plus mafia que ce cas. Quand tu ne connais pas, tu te fais manger. Et bon, je me suis fait manger. Alors vraiment, manger de la tête aux pieds, il restait plus rien brut. Et puis, donc, de là, c'était une vraie catastrophe, comme je t'avais un petit peu expliqué pendant notre premier échange, puisque je me suis fait entourlouper par le prestataire que j'avais choisi, qui était un homme, pour pas changer. Et là, ce mec-là, il a bousillé le business, où il s'est dit, je pense qu'il a eu peur en fait, il s'est dit, attends, elle fait quoi là? Elle vient d'arriver, en 2 semaines, elle me fait 5 conteneurs alors qu'elle m'en fait un par mois. Les gens apprécient son taf, c'est quoi ce bordel? Et donc, je pense que je lui ai vraiment fait peur, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule explication que je trouve pour avoir eu une réponse aussi méchante, tu vois, parce que ça a été très loin dans le sabotage, où ce mec-là, il m'a fait perdre la marchandise, j'ai perdu 3-4 conteneurs comme ça. Donc bien entendu la clientèle derrière qui est là, qui me traite de voleuse, d'escroc. Et là, pour la petite histoire, j'étais enceinte. Donc tu n'es pas physiquement en capacité, déjà tu as tout ça qui tombe sur la gueule et moi j'ai pas l'habitude en fait. Parce que vraiment j'ai été élevée dans un milieu de bienveillance, tu vois. Moi j'ai jamais connu de la méchanceté gratuite comme ça. Ma carrière professionnelle, elle a commencé ici aux Tuileries, tu vois, où je gardais des enfants de l'école Saint-Roch, où j'étais dans un milieu hyper bienveillant, quoi. Les gens avec qui je bossais m'appréciaient, il y avait cette réciprocité. Et là, je me suis retrouvée avec des gens qui m'en voulaient, en fait. Ils m'en voulaient. Et donc, il m'a fait perdre la marchandise en prenant le soin d'expliquer aux gens, non mais c'est elle vous a volé votre marchandise, elle vous a volé votre argent, puis il a tout saboté, donc toutes les répercussions collatérales qu'il y a eu. Et puis, moi, pendant ma grossesse, tu vois, déjà, t'es pas bien, parce que tu as quand même un corps qui vit dans ton corps. Tu ne dois pas vraiment te mettre en colère, parce que faut penser à l'enfant, tu as tout ça.
Et donc je ne pouvais pas non plus être dans la réponse, voilà, dans le gros stress. Et ils m'ont pourri ma grossesse. Donc bon. Et puis d'être fatidique, 22 septembre 2017. J'ai un hystérique, plus hystérique que le monde, qui se pointe devant chez moi. Enfin, encore, il m'aurait attendu en bas. Tu vois, je me suis dit, bon, voilà. Dans la rue, il y a du passage, machin. Et le mec, je le retrouve sur le pas de ma porte. Et sur le moment, je ne comprends pas qui c'est. Donc moi, je sors enceinte jusqu'aux oreilles, fatiguée, avec mon autre petit. Et puis, donc là, moi, je dis bonjour. Je pense que c'est quelqu'un qui va à côté. Enfin, je calcule pas. Et là, je le reconnais. Je dis, mais vous faites quoi là? Puis là, j'ai quelqu'un face à moi qui est là pour en découdre, en fait. Alors, je ne comprends pas comment on veut en découdre. Non, un, avec une femme. Deux, avec une femme enceinte qui est accompagnée d'un enfant en bas âge. Donc ça, c'est des choses jusqu'à présent, je ne comprends pas. C'est un état d'esprit particulier. Voilà. Et puis là, ce monsieur-là me barre l'accès à mon domicile. Et en me bousculant. Je dis, bah, écoute, moi, je suis prête à lui parler. Hein. Je veux dire, écoute, viens, on rentre, on va boire un café. Et puis, on parle. Je veux dire, je t'explique ce qui s'est passé. Tu comprends, c'est bien. Tu comprends pas, bon, on verra ce qui se passe. Va voir la police, ce que tu veux. Et donc, ce mec-là a décidé vraiment d'être dans une altercation avec moi. Donc, il me bouscule, il m'empêche de rentrer dans la maison. Puis je vois mon autre petit à côté. Je me dis, attends, il va me piétiner. Donc, je le pousse, tu vois. Et dans l'altercation, j'ai réussi à le bousculer sur le côté. Puis, j'ouvre ma porte. Je rentre mon petit garçon. Puis, je rentre moi-même. Et puis là, pendant que je rentre, je vois des pieds. Moi, j'en rigole, mais c'est énorme. Je vois le mec qui rentre chez moi. Je dis, non, mais non, là, on arrête. Et donc là, je me suis mise en mode défense, où là, je me suis retournée, enfin, j'ai mis mon petit garçon en sécurité, je me suis retournée, je l'ai expulsé de l'appartement, et dans la bousculade, le mec m'a prise, puis j'ai fini à 9 mois de grossesse, quand je rentrais dans mon événement, en bas des escaliers. Et le type est parti, donc là, je me suis retrouvée agonisante, c'est ma soeur qui est venue, qui m'a relevée, et puis bon, les médecins et compagnie. Sauf que là, cet événement-là a été le point de départ, en fait, d'une longue descente aux enfers, mais je ne le savais pas, puisque un mois après, j'accouche de mon petit garçon. Et là, le lendemain, on me le prend. On me dit, non, mais attendez, on va voir. Là, on rentre dans une spirale un petit peu différente. J'ai encore l'émotion aujourd'hui. Où là, on part avec lui, on me dit, non, il a une infection, machin. Je dis, bon, ok. Les minutes passent, on ne revient pas avec. Donc, moi, je vais à la recherche. Où est mon fils? Et là, on me dit non, on l'a emmené en néonate, ça va pas, etc. Je dis bon, mais c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Là, moi, je suis dans le pragmatisme, tu vois, faut me dire ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire? Et puis là, on rentre dans une autre phase où tu as des gens qui essayent de te cacher la vérité, mais tu sais, quand tu as un peu de jugeote, tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Je suis dans la chambre, tu as tous les cadres de l'hôpital qui débarquent, et je dis attendez, là, on arrête le film, vous me dites ce qu'il y a avec mon fils, c'est quoi le problème? Vous avez raté quelque chose? Et là, on me dit non, il y a le SAMU qui vient le chercher, il va à Robert-Debré, machin. Je dis bon, mais je sais toujours pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas me dire que c'est une infection qui déclenche tout ça, quoi. On lui donne des antibiotiques et puis c'est fini. Et là, j'ai la nana du SAMU qui me dit bah écoutez, soit c'est pas grand-chose et à ce moment-là, on le ramène dans 24 heures, soit c'est plus grave et là, on est sur le cœur. Donc là, pardon, le cœur, qu'est-ce qu'il a son cœur? Enfin, je comprends pas. Et là, la dame m'explique qu'en fait, il y a une suspicion de problème cardiaque sans me poser de mots, parce que moi, je connais rien du tout. Et donc là, vous pouvez lui dire au revoir, madame. Donc, tu sais, le truc hyper glauque. Non, mais je pars avec lui. Et je sors de ma César en me disant, non, vous partez pas, vous pouvez pas marcher. Je dis, mais c'est pas grave, on verra après moi, mais il faut que je sache. Et donc, ils finissent par l'emmener, moi je reste. Et le lendemain matin, le soir, je psychote, et puis t'as Robert Debré qui m'appelle. Ça y est, madame, on a le diag. Je dis oui, alors qu'est-ce que c'est? Et là, on me dit c'est une transposition des gros vaisseaux. Donc moi, je comprends strictement rien. Oui, j'imagine. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, la transposition des gros vaisseaux. Non, TGV. De quoi elle parle? Non, transposition des gros vaisseaux, madame. Je dis bon, ok, mais encore? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est grave? Parce que moi, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout issue de la médecine, issue de la santé, je ne connais rien du tout. Et donc là, elle me dit, bah, écoutez, le médecin référent va vous appeler. Parce que c'est une interne, bien sûr, qui te passe l'appel. Et donc là, comme tout le monde, je prends mon téléphone, Internet, transposition des gros vaisseaux. Alors là, on t'explique qu'en fait, c'est une malformation du cœur, donc les gros vaisseaux qui alimentent
sont pas croisés, machin. Et donc, je poursuis mes recherches. Et puis là, je vois que bon, bah, un équerre, ça se soigne. Je dis, bon, bah, c'est cool. Voilà, on est à Paris, ils vont me le prendre à équerre, ils vont me l'opérer, et puis ça ira. Donc là, ça, je retrouve un peu de calme, et je me dis, bon, j'allais voir mon petit bébé demain. Et là, deuxième appel. Oui, madame, votre bébé, il fait des gestes. Je dis, pardon? Tu n'as aucun mot clair, en fait. Hein. Non, c'est clair. Il fait quoi comme geste? Il bouge le pied, il bouge la tête. Et là, la personne au bout du fil, je crois que c'était une interne, c'était toujours pas le médecin, elle me dit, bah, écoutez, oui, on va... bah, il a des convulsions. Je dis, mais bon, c'est étrange parce que tu sais, on n'a pas ce type de maladie dans la famille. Je dis, mais bon, bah, c'est peut-être du côté du papa, je ne sais pas, mais c'est grave. Bah, écoutez, on suspecte un AVC. Ah oui. Et là, j'ai m'attendais, comment ça, un AVC? Enfin, c'est un bébé, tu vois. Et puis là, elle me dit, oui, on suspecte un AVC, machin. Je dis, bon, bah, et là, ça accroche, donc rebelote, tu vois, je repsychote, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et donc, bon, on va faire une IRM demain pour en être sûr, etc. Je dis, bon, okay. Et le lendemain, verdict tombe, TGV, transposition des gros vaisseaux, AVC, AVC ischémique, donc un AVC qui ne saigne pas, qui doit se résorber. Et donc là, on m'explique qu'il faut l'emmener, alors qu'il reste en soins intensifs à Debré. Et après, on voit si on le transfère ou si on l'opère directement à Debré. Donc moi, je retrouve un peu de calme parce que je me dis, on est quand même pris en charge. Le lendemain, je le retrouve, effectivement, il a repris des couleurs parce qu'il était complètement cyanosé. L'enfant, il est né gris avec des mains blanches. Alors que j'avais dit au médecin, je me dis, mais attendez, ses mains sont blanches, c'est normal. Et là, on me répond, ah non, mais il a froid. Et là, je dis, attendez, moi, quand j'ai froid, je ne change pas de couleur. J'en rigole parce que oui, c'est énorme, ce truc-là, mis bout à bout. Tu te dis, mais c'est quoi comme histoire? Et de là, bon, bah voilà, je le veille à Robert Debré. Et puis là, on me dit, non, il faut le transporter d'urgence parce que sa saturation baissait, etc. Il faut l'emmener à Debré, à Necker. Donc là, je retourne à l'hôpital parce que j'étais toujours hospitalisée, moi. Donc je dis à l'hôpital, bon, merci beaucoup pour l'hospitalité, mais là, il faut que je parte. Donc je demande ma sortie en urgence. Et puis là, ouais, c'est le début du combat. Arrivé à Necker, on le met en cardio. En cardio, bon, on a une équipe de médecins qui a tellement envie de sauver l'enfant, qui est dur avec nous parents, en fait, parce qu'ils ne communiquent pas du tout. Et donc toi, tu es là, tu as ton enfant qui est dans une espèce de mini-lit, qui ne bouge pas, et toi, tu es impuissant, tu vois. Et tu sais pas ce qui se passe vraiment, on ne te dit pas vraiment, il y a ça, ça, ça. J'ai une des cardios qui me dit, bah, écoutez, madame, bon, bah, là, signez là, on va lui faire un geste. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire geste chez vous? En fait, il parlait d'un Rashkin. En fait, c'est une pratique où ils font un petit trou au milieu du cœur pour permettre en fait la circulation du sang oxygéné, du sang non oxygéné. J'ai appris plein de trucs, hein, du coup. Devenir cardiologue. Voilà. Et de là, donc ils font le Rashkin et compagnie. Et donc ils ressortent quelques heures après. Donc je leur dis alors, comment vous voyez la suite et tout ça. Et là, la médecin, elle a été d'une froideur. Et je pense que c'est pas fait exprès en fait. C'est qu'elle est tellement. Je pense que c'est dur pour eux aussi. Oui, hein. Et puis ils sont tellement, je pense, dans leur discipline. Voilà, guillemets, ça. Ça les sauve un peu. Ils se coupent, ouais. Parce qu'elle me dit, bah écoutez madame, si dans 12 heures il ne se réveille pas, il faut qu'on parle. Hein. Et puis là, c'est ma mère qui est à côté qui dit, bah il est mort. J'en rigole, c'est dur, mais. Et donc c'est incongru, oui, en fait. Ouais, enfin. Situation. Je me dis, mais essaye de m'expliquer un peu, parce que moi déjà je comprends rien. Donc voilà. Et donc là, elle dit non, puis elle le pince, parce qu'il était sédaté pour la douleur, et elle le pince comme ça, elle me dit, vous voyez, il bouge pas. Je la regarde, je dis, madame, vous pouvez sortir, parce que là, merci beaucoup, c'est bon. Et donc elle part, et puis il y en a une autre un petit peu plus humaine, je dirais, dans l'échange, qui me dit, bah écoutez, c'est vrai que là, on lui a donné ça comme sédatif, mais les enfants, en général, quand ils sont sédatés à ce niveau-là, ils bougent un petit peu. Là, bon, on va le laisser reprendre un peu ses esprits et tout ça. Et puis, voilà, tu sais, c'est le début de l'attente. Et puis après, ça dégénère parce qu'on change de service, on te met en soins intensifs. Les soins intensifs deviennent les soins palliatifs finalement, puisque l'AVC et le problème cardiaque, en réalité, sont antinomiques.
l'une des opérations demande, enfin c'est une opération à cœur ouvert, tu vois, donc il demande un max de sang, et l'autre, l'AVC, demande qu'il n'y ait pas du tout, qu'il y ait le moins de sang possible qui irrigue le cerveau. Et donc, quelques jours après, on fait un plan hein, avec les médecins, on va l'opérer le 23, on va commencer à réduire les médocs et compagnie. Et le 6 novembre, les médecins qui m'appellent toute la journée. Vous venez, madame? Je dis, bah oui, bien sûr, tous les jours je suis là, je vais venir tout à l'heure. Parce qu'il fallait que je m'occupe aussi de l'autre petit. Et donc, toutes les heures, ou toutes les trois quarts d'heure, une heure, vous venez, madame? Vous comptez venir vers quelle heure? Et donc, je comprends à un moment donné qu'il y a encore un truc qui ne va pas. Et je me dis, putain, est-ce que ça va s'arrêter? Il peut vous le dire aussi. Voilà, dis-moi ce qu'il y a, quoi. Tu vois, Oui. Et donc, là, bon, bah, je planque tout. Je laisse mon petit garçon à ma soeur. Et donc, je me dis, bah, j'y vais. Tu vois, je sais qu'il y a forcément un truc, quelque chose s'est passé. Et donc là, je me presse, là, je suis dans les transports, parce que bien sûr, je ne pouvais pas conduire et tout ça. Et donc, je suis à peut-être 200 mètres de l'hôpital, j'ai encore un appel. Et là, c'est l'interne qui m'appelle, qui me dit, madame, les médecins souhaiteraient vous voir, il y avait une réunion de prévue. Je dis, non, il n'y avait pas de réunion de prévue. Je viens parce que vous me harcelez depuis ce matin sans me dire ce qu'il y a, mais il n'y a pas de réunion. Donc, s'il y a une réunion, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dites-le moi, enfin, dites-le moi. S'il est mort sans que je l'ai vu, enfin, dites-le moi, que je sois préparée. Et non, on vous attend. Donc là, t'imagines, j'arrive à l'hôpital sans toucher terre. Et puis je les trouve en train de lui faire des examens, je sais pas trop quoi. Puis je leur dis, mais qu'est-ce que vous cherchez? Et puis là, on me sort encore un mot, tu vois, que je comprends pas. Enfin, il n'y a pas de mot simple, en fait. Et donc finalement, tout ça pour me dire qu'ils ont retrouvé, en fait, il a eu un autre AVC à cause du cathéter qui était posé depuis trop longtemps. Et que bah là, c'était l'AVC de trop, quoi. Enfin, et puis là, j'ai des médecins qui me prennent dans une salle, toute seule. Donc ça, je trouve ça vraiment très limite. Parce que pour le coup, on n'annonce pas ce genre de truc à quelqu'un qui est seul. Moi, me demander de ramener quelqu'un, d'attendre qu'il y ait quelqu'un avec moi, parce que là, je me retrouve avec tout le parterre de médecins dans la pièce. Bon, bah écoutez, madame, désolée, on est dans un... Comment ils appellent ça? On est dans une impasse thérapeutique. On a l'impression d'être au tribunal. Mais ouais, je dis mais quoi? Je dis mais qu'est-ce que c'est qu'une impasse thérapeutique? Parce que sur le moment, tu sais, le mot français, ça rentre pas, hein, tu vois. Et donc je dis mais oui, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je m'attendais à ce qu'on me dise bon bah il y a ça, mais voilà l'alternative. Et donc là, la neurologue, elle m'explique, elle me dit non mais on peut plus rien faire. Et là je dis alors attendez, on est à Paris, on est en France, on est en plus à Necker. Necker, c'est l'hôpital qui sauve les enfants. Donc je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Mais vraiment, je ne comprenais pas. Hein. Et puis elle me dit non mais désolé, là on va être obligé de le soulager pour qu'il soit, pour qu'il soit bien pour partir. J'ai dit mais il va partir où? Et mais vraiment, c'était pas... Mais t'étais pas du tout câblée pour te dire. Ah non, voilà, t'es pas du tout là, tu vois. Tu te dis mais attends, de quoi elle parle? Il va où? Je dis mais on va le changer d'hôpital. Et puis là, t'as la médecin, je crois que c'était la pédiatre qui me regarde, qui me dit non madame, on va le mettre en soins palliatifs. Et donc là, le mot palliatif, il fait tilt dans ma tête. Je dis attendez, on la refait, je sors, je re-rentre, et vous me dites exactement ce qu'on fait avec mon fils là, parce que je comprends pas. Et donc je me lève pour partir, et puis là, elle me rattrape, elle me dit non madame, on ne peut plus quoi. Et là, t'as le ciel qui te tombe sur la tête, le sol se dérobe sous tes pieds, t'es plus là. T'entends des voix, t'entends, tu vois, et t'es plus là. T'es anesthésié en fait, la douleur te met dans un état, mais vraiment second quoi, t'es pas là. Et donc je me souviens m'être effondrée, là, il y avait un siège des bancs pour les parents dehors, et donc je suis restée là. Je crois que j'ai passé des heures là. Et puis la cardio est venue me voir en me disant non mais vous savez c'est mieux pour lui parce que du coup là on commence à m'expliquer qu'en fait pendant tout ce temps mon fils était tétraplégique. Pendant tout ce temps mon fils ne parlait pas, enfin ne pouvait pas s'exprimer et qu'en réalité les mouvements qu'il faisait c'était dû soit à l'AVC, soit c'était comment on dit ça, c'était automatique en fait en gros. Les mouvements réflexes. Voilà, les réflexes. Et qu'en fait non mon fils ça allait pas du tout. Et donc et puis là je suis dans le sens inverse, je me dis bon bah vous pouvez rien, c'est pas grave,
Je commence à appeler la terre entière. J'ai appelé des hôpitaux. Je dis non mais attendez Necker, ça va pas. Mon fils il est hospitalisé, machin. Puis tu as toute la réponse. Ah non mais il faut aller à Necker, madame. J'y suis. Puis là je dis non mais attends, Oh là c'est là. pas vrai. Et puis voilà, enfin, après on t'explique qu'il faut faut attendre maintenant qu'il parte, quoi. Et donc j'ai veillé mon fils pendant 6 jours. Non, pendant 10 jours. Pendant 10 jours, il s'est battu vraiment comme un dingue. On sentait qu'il avait envie de vivre ce petit bout. J'ai fait tout ce que je pouvais. Vraiment, en tant que maman, je pense que en tout cas, je l'ai accompagné comme j'ai pu. On a fait une séance photo qui m'a permis vraiment de capturer ces derniers moments où voilà, on le voit tout beau, tout souriant. Hein, et puis dans la nuit de cette séance photo-là, il est parti. Il est parti et puis là, j'ai passé une période vraiment très très dure. Parce que tu rentres chez toi, il y a un berceau vide, Ouais, bah oui. il y a des biberons, tu sais, tout est préparé. T'as tout préparé, évidemment. Tu as pour des l'accueillir. vêtements, et puis les gens qui te voient plus enceinte et qui disent mais alors, ça s'est bien passé. Ouais, ouais. Tu es là, tu te dis tu peux pas répondre en fait. Puis même pareil C'est aujourd'hui, compliqué, c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer, ça, c'est sûr. Ah oui, non, mais je suis passée par une période vraiment très, très, très difficile. J'ai touché, j'étais au plus bas en fait. J'étais au plus bas, puis j'en étais arrivée à devoir me déconnecter. Mais vraiment, tu vois, je suis partie. J'ai laissé mon fils à sa grand-mère, et puis je suis partie. J'ai pris un billet pour Port-au-Prince, Haïti, et je suis rentrée en Haïti. Je suis partie. Et puis de là, tu vois, je suis restée un peu chez moi avec ma famille. Chercher à me reconstruire et compagnie. Et puis finalement, je suis partie pour 3 semaines, je suis restée 1 an. Et comment tu te relèves de ça du coup? T'as eu des aides? Ici, Pas forcément, mais alors j'ai eu là-bas, beaucoup de soutien de mon entourage là-bas, de ma famille, ma mère, ma soeur, et puis mon petit garçon qui a été vraiment mon sauveur parce que c'est lui qui m'a permis de ne pas vriller parce que tu en veux à tout le monde. Tu vois, surtout à cette personne quand on te dit en plus l'AVC n'est pas lié à son problème cardiaque, où là tu as des envies de crime en fait. Tu as des envies de cette altercation là qui a créé en fait cet AVC là. Et c'est terrible en fait pour un parent de dire qu'une tierce personne est responsable de ça. Et qu'en plus de ça, la justice, comme on est en France, c'est compliqué en fait. Tu vois, aujourd'hui, il court toujours ce mec-là. J'ai une plainte qui est déposée depuis 2017. Je sais pas, rien ne se passe. Et ça, je suis passée par une phase où j'étais en colère. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de colérique, je suis pas quelqu'un de nerveux. Mais non, là, mais bon, tu te tiens responsable, c'est un truc horrible. Enfin, on souhaite ça à personne. Ah mais non, même à mon péril. Quelqu'un est au moins en partie, en tout cas, voilà, potentiellement responsable de ça, et du coup, c'est affreux. C'est affreux. T'as envie de le claquer. T'as envie de le claquer, au mieux. Voilà. Au minimum. Au minimum, t'as envie de base. mettre un petit taquet quand même. Voilà. Et puis là, t'es plus toi-même en fait. Et puis cette expérience m'a énormément transformée. Et puis à un moment donné, tu vois, entre les pleurs, parce que t'es là, tu ressasses en fait. Tu ressasses cette vie que tu as eue, ces espérances en fait, ces projets que tu avais pour cet enfant-là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est soit je continue comme ça, je sombre, et finalement tous ces gens-là qui ont contribué à en arriver là, ils ont atteint leur objectif, à savoir me détruire et faire de moi quelqu'un que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Soit, qu'est-ce qui me retient à la vie? J'ai mon fils, j'étais enceinte à l'époque de mon troisième, pardon. Et puis ma famille, tous ces gens qui tenaient à moi, qui me témoignaient de l'amour, de l'affection. Et donc, moi, je me suis positionnée comme ça. Est-ce que je continue à dépérir et puis finalement j'ai un enfant qui va rester sans maman, ou je fais le choix de prendre acte de ce traumatisme, et c'est là que j'ai découvert le mot résilience que je ne connaissais pas avant, où je fais preuve de résilience.
j'affronte, effectivement, voilà, ça y est, effectivement, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Mais qu'est-ce que je peux faire de toute cette colère, en fait? Soit je la transforme en quelque chose de beau, en quelque chose de fort et qui me permet de rebondir et d'aller de l'avant, soit elle me détruit. Et finalement, j'ai fait le choix finalement de retourner à la vie. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à reprendre des forces. J'ai pris un petit papier, comme je t'ai dit, moi je l'ai oublié dans la voiture. J'ai pris un petit papier, j'ai mis ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pourquoi. Et comment je peux m'améliorer. Et donc à partir de cette liste, tu vois, que j'ai fait à la mano, j'ai pu analyser qu'en fait le gros de mon problème, c'était ma gentillesse. Mais est-ce que du coup, à cause de ça, je devais devenir quelqu'un de méchant? Non. L'entourage, tu vois, parce que finalement, je m'étais entourée de gens qui se vendaient comme des professionnels, mais en fait, pas du tout. Donc, soit je me disais que il n'y a pas d'autre alternative, et à ce moment-là, c'est pas la peine de recommencer. Soit il y a d'autres choses, et en cherchant bien, il faut se positionner auprès de personnes qui ont l'habitude de projets, de parler argent aussi, parce que c'est les gens que je fréquentais à l'époque, c'est des gens, on parlait de 1 000 euros, ça y est, c'était the somme, oh là là, mon Dieu, ça y est. Alors qu'en fait, non, 1 000 euros, c'est que dalle, tu vois, on pourra faire que dalle avec 1 000 balles. Et de là, tu sais, je suis revenue en France, j'ai réécrit mon projet, là pour le coup, je l'ai mis noir sur blanc, et puis j'en ai parlé à un directeur d'agence CIC. Alors moi j'étais toute fière, tu vois, je lui apporte mon projet, je dis moi je veux faire ça, mais j'étais toujours tournée que sur Haïti. Et donc là, je le revois ce samedi matin, on est dans son bureau, et puis il me dit alors tu veux travailler avec Haïti? Ok. Alors il prend Google, Haïti, puis là tu as révolte. Oui, j'imagine, tu as tout le. C'était en plein mois de février où il y avait tout ce qui n'allait pas en Haïti, puis là il me dit alors, ma petite Ruth. Il me dit, ma petite Ruth, je ne sais pas ce que tu veux faire en Haïti, mais en fait, tu veux faire de l'humanitaire, c'est ça. Tu veux faire du social. Et puis, je lui dis, mais non. Non, je veux faire du business. Je veux faire du business. Il me dit, ah ben non, pas du tout. Haïti, c'est ça. Puis il me dit, écoute, revois le projet. Et puis là, il y a un truc dans la tête qui a dit, mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est une API qui va permettre de vendre dans ces pays-là, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on ne peut pas le faire. Et là, il me dit, ah, ben là, tu commences à dire des choses intéressantes. Mais bon, après, pourquoi Haïti? Il y a la Guadeloupe, la Martinique, les dom-toms, ben, c'est pareil. Enfin, en tout cas, ils ont la même problématique de distribution. Et puis de là, ça a été le déclic. Je me suis dit, effectivement, plutôt que de parler d'un endroit où c'est délicat Haïti, il faut dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué Haïti. J'ai les dom-toms où on a un système bancaire sécurisé, on a quand même un environnement sécure. C'est la France. Donc, je vais commencer par poser cette problématique sur un territoire français. Et puis après, on verra où est-ce que ça va. Et puis finalement, une chose en emmenant une autre, donc ils m'ont conseillé de me rapprocher de la BPI. La BPI, j'ai rencontré mon conseiller qui nous suit toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui m'a orienté vers un incubateur. Et de là, de l'incubateur, j'ai mis les pièces l'une après l'autre. J'ai reconstitué le puzzle avec des gens fiables et des gens bienveillants, et qui ont à cœur de voir réussir le projet, parce que finalement, ils croient en moi, ils croient en mon histoire, ils croient en cette réponse utile que j'apporte. Et femme. Voilà, même si je suis une femme. Et figure-toi que finalement, le fait d'être une femme dans ce truc-là me donne de la force, en fait. Parce que je me dis, si j'étais un homme, il y a des choses que j'ai réussi à faire que j'aurais pas pu faire. Il y a des choses, j'ai réussi à faire céder des gens, et je pense que c'est ma féminité, ma condition de femme, en plus noire, tu vois, qui fait que on s'est dit, attends, mais on va quand même l'aider, hein, tu vois. Et finalement, cette force-là, alors pourquoi j'ai c'est une force? Parce que face à un homme, il n'y aurait pas, enfin, on ne chercherait pas on leur dirait, mais ça marche pas en fait. Ouais. Tu vois, un homme, soit ton projet il marche, soit il marche pas. Alors que nous, en tant que femmes, mine de rien, on a cette capacité à amener le débat là où on veut l'emmener. Et c'est vraiment une force. Quand on est femme entrepreneur, on l'assimile pas tout de suite.
Et je pense qu'une femme qui entreprend, elle doit d'abord se dire, non mais attends, je suis une femme et je suis forte. Et ça, c'est dommage qu'on ne nous l'apprenne pas plus tôt. Tu vois. Parce que je dis, moi je vois des conversations, des échanges que je peux avoir avec des hommes, des hommes plus âgés. Tu vois, là, dans mon équipe, j'ai deux seniors. Et c'est vrai que j'ai une capacité à ramener les choses sur le terrain que je veux. Non pas parce qu'ils collaborent avec moi, même des gens de l'extérieur, mais je les amène dans mon monde de par cette force de femme que j'ai. Parce qu'il y a au début, après c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais c'est vrai que quand on est tu vois, dans le domaine du transport, les gens te disent, te prennent pas forcément au sérieux au début. Tu vois. Et c'est quand tu commences à ramener les choses là où toi tu veux aller, le terrain que tu maîtrises toi, que eux ne maîtrisent pas, et que tu commences à leur démontrer par A plus B qu'en fait, non, tu n'y es pas du tout, c'est pas ça. Voilà comment c'est comme ça, et que tu démontres au fur et à mesure ce que tu fais. C'est comme ça que les gens arrivent à se dire, ah ouais, effectivement, il y a vraiment un business là. Et ça, je suis quand même fière de moi d'être arrivée à, tu vois, le shipping a été financé par Cryptown, tu vois, pendant le Covid, même si on a levé 30 000 euros, tu vois, mais 30 000 euros pendant la période Covid où tout le monde a froid, tu te dis waouh. Donc, et par rapport à d'autres projets où tu vois, la plupart des projets étaient portés par des hommes, je suis quand même fière de moi. J'étais la première start-up lancée, la première financée, et jusqu'à présent la levée la plus importante, tu vois. En tant que femme, on a un poids, et il faut, même si au début on ne nous prend pas au sérieux, il faut pouvoir amener les choses et faire les choses mieux en fait. Même si c'est vrai que ça demande plus d'efforts. Parce qu'un homme, on parle de levée de fonds, un projet porté par un mec, oui, on va. Tu as des boîtes qui vont lui dire vas-y, donne-moi ton truc, même si c'est. Bon, après, ça n'engage que moi. On apporte plus de crédibilité par défaut. À l'homme, en se disant non, mais attends, c'est un mec. Alors que la nana, on va te poser 50 000 questions. Attends, pourquoi tu fais ça et puis ça? Et si demain tu as ça? Et comment ça se passe? Ton équipe et machin. On va surtout regarder qui t'entoure. Alors qu'un homme, on ne va pas forcément approfondir sur le qui l'entoure en fait. Et on ne va pas lui poser des questions du style moi j'ai quoi comme dinguerie oui, mais vos enfants, comment vous faites alors? Alors que l'homme, on lui pose pas la question, tu vois. Alors qu'il a peut-être des enfants. Il a peut-être des enfants aussi, tu vois. Absolument. Oui, j'ai des enfants et il y a l'école, ils vont bien, merci. Tu vois. Mais c'est vrai. Et ça, c'est des trucs où, non, oui, on a tous des enfants, parce que déjà, il faut être deux pour faire des enfants. Et après, je vois pas ce que ça vient faire là. C'est vrai que j'ai énormément de retours comme ça de femmes entrepreneurs à qui on pose des questions. Et je crois qu'il y a eu un article il n'y a pas longtemps dans différents journaux qui relatait ça, qui disait on nous pose des questions qu'on ne pose jamais à un homme. Ouais, et vous avez des projets de maternité. Et oui, en gros, est-ce que vous êtes bien entourée? Parce que c'est vrai que toute seule, ma pauvre, tu vas morfler, ça va être dur. C'est dur. Et c'est vrai que c'est hallucinant parce qu'un homme, on ne lui pose pas ces questions-là. Non, du tout. Ou alors on lui pose parce qu'il aura peut-être démontré dans son discours que quelque part il y a une faille. Mais par défaut, on va lui faire confiance parce que oui, c'est un homme. Voilà, il dégage quelque chose de patriarcal. Voilà. Non, nous les femmes, on n'est plus à la maison, on doit faire à peu près. On doit constamment être dans faire les preuves. Et c'est pour ça que ça m'a tenu à cœur de faire ce projet sur les territoires émergents et leur inclusion. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'hommes dans la logistique, il y a plein d'hommes dans le transport qui ne valorisent pas en fait ces gens-là, ces territoires-là, qui sont tout autant consommateurs que les consommateurs européens. Ouais, mais en fait, ils voient plus les problèmes. Ils voient plus les problèmes. Ça va être compliqué, ils ne voient pas le besoin derrière. C'est ça. Ils veulent faire juste du business et que ce soit simple. Voilà. Mais on peut faire du business et que ce soit simple, même avec ces endroits-là. Et c'est là où nous, femmes, on a cet œil-là quand on porte un projet. C'est un peu notre bébé. Et donc, on fait tout pour qu'il pousse et qu'il grandisse le mieux possible, en tout cas. Ouais. Donc, on a plus d'affection, plus d'affectif dans l'entrepreneuriat. On a de l'affectif, mais c'est moi, dans mon point de vue à moi, ta façon à toi de vivre tu vois,
c'est vrai que le fait d'avoir cette affection pour les choses fait que je vais pouvoir me positionner de manière plus ferme en fait. Et c'est pas de l'affectif, parce que c'est vrai que les gens quand ils se disent ah mais l'affectif celle-là, c'est pas de l'affectif, je vais fondre en larmes parce que voilà mon business il s'est arrêté net, il y a eu le Covid. Non, j'ai pas pleuré pendant le Covid. J'ai juste analysé, puis on s'est posé avec les équipes, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait et que quand il faut prendre des décisions, voilà, on sait prendre les décisions qu'il faut au moment opportun. Et on ne fond pas en larmes, ou on ne va pas chercher l'aide de je ne sais qui à quel moment. On fait ce qu'il y a à faire et puis c'est tout, on avance. Ouais, parce que sur le Covid, donc toi dans les transports, donc fatalement là, tout avait été gelé. Ah ouais, nous ça a commencé avant le Covid parce qu'il y avait les grèves, rappelle-toi. Ah oui, il y avait les grèves. Il y avait les grèves de décembre, donc moi mon activité elle est gelée depuis 5 décembre 2019. Où là, tu sais plus, tu as encore ta trésor, tu te dis bon, je veux encore quelques mois. Et puis en février, quand ça commence à reprendre, on a retravaillé peut-être 3 semaines, tu vois. Et puis là, Covid, au début, on se dit c'est à Wuhan, c'est loin. On nous dit mais vous inquiétez pas, machin. Et puis quand ce soir de mars où tu as François Philippe qui dit les bars et les restos ferment à minuit ce soir, et là, ok. Puis là finalement c'est toute la répercussion parce que nous, on était sur le transport maritime à l'époque. Là déjà il y a une pénurie de conteneurs parce que les grèves ont fait que il y a eu les grèves au Havre, les grèves à Marseille. Donc toutes les boîtes se sont retrouvées à passer par Bruxelles. Bruxelles s'est retrouvée saturée parce qu'ils ont récupéré au minimum 30% du flux du Havre. Et donc, tu es en recherche de boîtes, de conteneurs que tu ne trouves pas. Et là, j'avais un client qui me faisait du 30-60 conteneurs par mois, tu vois. Et donc là, tu te bats déjà pour regarder le contrat ou tu te prends des réflexions. Ouais, mais attends, faut y aller plus fort. Non, c'est les mêmes choses en fait, que ce soit un mec ou moi. Voilà. Ou tu as tes clients qui t'appellent. Oui, moi je parle au responsable, c'est qui le responsable? Oui, je vous écoute. Non, mais le patron de la boîte, ouais, oui, j'écoute. Tu vois. Et donc voilà, c'est un combat perpétuel en fait. C'est vraiment un combat de tous les jours et tu dois te battre 2 fois plus, tu vois. Bon, alors dans mon cas, je dois me battre 10 fois plus parce qu'avec tout ce que je cumule. Mais c'est un acharnement. Et il faut persévérer et être déterminé dans ce que tu veux. Ouais. Sinon, très vite, on te décourage. Il faut persévérer, vraiment. Puis après, je me dis, tu vois, je peux pas. Là, pour le coup, je peux pas vivre pire que ce que j'ai vécu avant. Donc, finalement. Ouais, tu dis ça c'est fait, j'ai fait le pire. Voilà. Maintenant, ça peut être que bien. Non, c'est exactement ça. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est une philosophie de vie du coup qui finalement. Peut te servir. Ah oui, moi ça me construit. Ça me construit vraiment. Ça m'aide à me consolider chaque jour, à aller de l'avant, à me dépasser. Pourtant, c'est compliqué parce que toi, tu as des salariés. Oui. Donc, tu as quand même une pression parce que quand on est auto-entrepreneur, j'ai envie de dire. C'est toi. C'est toi, donc tes décisions n'impactent que toi. Et si tu n'as pas de sous, ça n'impacte que toi. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais quand tu as des salariés, c'est encore autre chose. C'est parce que eux, voilà, il faut leur payer leur salaire, etc. Et toi, tu passes en général au dernier plan. Tu passes pas du tout. Pas du tout. Le dernier plan n'existe pas, des fois. C'est clair. Mais, et du coup, c'est une pression supplémentaire. Mais enfin, là, on te voit parler, tu as l'air plutôt cool et détendu avec tout ça. Et donc, du coup, sur tout ton parcours de vie, donc tu as eu l'entrepreneuriat, donc tu as eu malheureusement la perte d'un de tes enfants qui est dramatique. Pour toi, dans tout ça, qu'est-ce qui fait que finalement ça t'a construit? Si tu n'avais pas été entrepreneur, à ton avis, est-ce que tu serais différente aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des qualités que tu n'aurais pas pu développer? Ouais. Si j'étais restée que dans le salariat, aujourd'hui, tu vois, je ne serais pas cette faculté à aller vers les autres. Je ne l'aurais pas. Cette perspicacité à voir les trucs en 360 où il faut être agile, je ne l'aurais pas forcément. Tu vois. Et ça, c'est vrai que l'entrepreneuriat m'apprend beaucoup chaque jour sur moi-même. Sur les compétences que je développe. Donc en tant que patronne, chef d'entreprise, qu'est-ce qui est important pour toi en fait comme valeur dans ton entreprise et qu'est-ce que tu t'attaches à essayer de transmettre Alors,
les valeurs qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment au centre de tout pour moi, c'est l'entraide et la bienveillance. Tu vois, je pars du principe qu'on ne peut pas évoluer si on ne sait pas s'entraider, on ne sait pas demander de l'aide et si on ne sait pas être bienveillant avec son collaborateur. C'est pour ça que tu vois, j'ai mélangé un petit peu les générations parce que la tech, etc., c'est plus les jeunes et tous les postes de cadre, stratégie sont occupés par des seniors. Et c'est vrai que comme ce sont des gens qui, humainement parlant, déjà cultivent au quotidien la bienveillance et l'entraide, et quand ils se retrouvent tous ensemble, ça donne des trucs hyper chouettes, tu vois. On évolue sur des sujets, un truc que après 6 semaines, des fois on le gère en 1 semaine et demie, tu vois. Et donc on travaille au quotidien à répéter, remontrer aussi, parce que dire les choses c'est bien, les faire c'est encore mieux, tu vois. Où on retrouve, tu vois, quand je vois mon directeur co qui doit bosser sur des sujets avec le chef de projet junior, où là, je ne sais plus ce qu'il avait demandé, et puis le jeune, il avait fourni un tableau hyper complexe, et le senior avait du mal, parce que bon, des trucs Excel avec les nouveaux. Alors, c'est même plus du Excel, c'est juste un truc précis ou je sais pas quoi en présentation, là. Ouais. Et donc, ils ne comprenaient pas. Et puis, je les vois, parce qu'on utilise Slack, bah ouais, et je les vois ensemble là. Et le jeune qui prend le temps, qui dit non, mais attends, il faut faire comme ça. Et tout ça c'est naturel, tu vois. Et là, je me dis, mais c'est énorme l'enrichissement que ces gens arrivent à se prodiguer entre eux. Et donc, je m'emploie, moi, à prendre le temps, à être à l'écoute, partager les retours d'expérience. Quand on a échoué sur quelque chose, on avait un objectif, on ne l'a pas atteint, on analyse, on débriefe, qu'est-ce qui s'est passé. On n'est pas... alors, comment il dit, Stéphane, zéro coupable, 100% responsable. Voilà, ça, c'est le mot du directeur commercial. Et c'est vrai que c'est très percutant pour l'ensemble du groupe, en fait, puisque finalement, on a cette responsabilité qui se montre au fur et à mesure, tu vois, où quand y a un délai qui a été loupé, le jeune qui n'a pas livré le développement nécessaire en temps et en heure, qui va d'emblée nous dire désolé, à ce moment-là, je ne pourrai pas livrer à telle date pour telle raison. Par contre, on remet dans 10 jours. Si dans 10 jours, c'est pas prêt, pareil, on remet. Mais il y a cet échange, cette communication qui est systématique et il n'y a pas de jugement. Et ça, c'est vraiment primordial. On ne se juge pas. On fait tous des erreurs. Voilà, moi, la première, hein, des fois, quand tu me demandes un truc, mais tu as 150 000 mails non lus et que c'est un objectif zéro mail à la fin de la journée. Et que finalement, tu vois, pareil, tu as un doc à rendre, mais finalement, tu ne l'as pas rendu. Voilà, la moindre des choses, c'est de s'excuser auprès des collaborateurs. Et puis, on avance, et puis on rectifie le tir, et puis on poursuit la route, quoi. Et est-ce que c'est des valeurs que tu arrives à retrouver? Alors, tu as été incubé, est-ce que dans l'incubateur, c'est quelque chose que tu retrouves entre entrepreneurs de différents âges, hein? Oui. Est-ce que il y a de l'entraide, il y a de la bienveillance? Exactement, ouais. On arrive à créer des synergies. Tu vois, nous, on est incubé à La Ruche, par exemple. Et c'est vrai que La Ruche, avant d'intégrer les incubés, on a un bootcamp, en fait, où on va échanger. Enfin, c'est vraiment hyper intensif, tu apprends plein de trucs. Et puis, ils créent des groupes de travail comme ça entre entrepreneurs et ils nous amènent à travailler ensemble. Et là aussi, pareil, tu vois, tu as ceux qui ne savent pas. Bon, alors moi, l'équipe qu'on a eue là, on a tous su travailler ensemble. Après, je ne sais pas pour les autres. Mais c'est vrai que de là, tu vois, l'expérience La Ruche, j'ai rencontré une autre entrepreneuse qui est elle a créé un assistant vocal multilingue. Où là, pendant le Covid, tu vois, on a eu envie de se rendre utile. On a créé du coup, une autre start-up là, que j'ai publiée dans pas longtemps, qui s'appelle Doctoplanet. Tu vois, l'idée, c'est toujours dans ma bienveillance et l'envie d'aider le monde entier. C'est une plateforme de télémédecine qui permet en fait de consulter un médecin de n'importe où dans le monde en fait. Et pour les territoires émergents et les endroits où les gens ont des faibles revenus, la possibilité de demander à un tiers de payer la consultation. Ne serait-ce que pour avoir un avis médical. Ouais. Donc de là, on est reparti, hein, tu vois, elle s'appelle Sama, où là, elle m'a pas mal aidée sur l'aspect multilingue, parce que finalement, si on parle au monde entier, il faut que les gens puissent échanger dans leur dialecte
avec n'importe qui et que ça se traduise automatiquement. Et puis après, il y a toute l'équipe. On a constitué un groupe de médecins, un comité médical, où là, on a des chercheurs, des médecins. Et puis, on poursuit. La plateforme, elle est en ligne d'ailleurs. On doit le publier là, dans pas longtemps. Et voilà, ça me permet de permettre à des gens qui sont exclus de tout finalement, et que quand on voit les possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il y ait encore des territoires qui soient tenus à l'écart de fondamentaux, tu vois. La base, c'est d'avoir accès à une consultation médicale, un avis médical. Tu vois, pareil, là, on est en égo avec AXA pour proposer une complémentaire santé carrément pour couvrir ces gens qui n'ont pas de sécu, qui sont dans ces territoires et qui ont besoin d'un suivi pour les maladies chroniques, ou même de consulter un médecin pour éviter que le jour où ils consultent un médecin, c'est le jour où c'est trop tard. Tu vois. Bah oui. Donc, on travaille à ça en parallèle de l'activité. C'est bien, ça a du sens parce que finalement tu désenclaves, tu es dans ta mission de désenclavement voilà, de tous ces territoires émergents, exactement. Des différentes îles, Exactement. des territoires insulaires, voilà. Pour le dire de façon plus politique. Voilà, mais des choses comme ça. Non mais du coup, c'est vrai que ça a du lien. Ouais. Donc, tu vas défaire la pelote et tu vas nous faire des multinationales sur toutes les industries qui en ont besoin. Voilà, il y a des trucs où... après, moi, je me dis, mais soit c'est de la mauvaise volonté, soit effectivement, personne n'y a pensé. Et je pense pas à inventer l'eau chaude, tu vois. Ça me paraît tellement évident. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que, tu vois, le frein, il doit être sur le côté, ça semble compliqué. Tu vois, tu disais, il y a peut-être des dialectes, des choses comme ça, il faut faire de la traduction. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, donc on ne peut pas faire beaucoup de marge, donc on ne peut pas faire beaucoup de sous. Voilà. Et mine de rien, c'est quand même un gros biais quand tu crées des startups. Si tu veux lever des fonds, il faut qu'il y ait des perspectives de marge hyper intéressantes. Et donc, dès que tu es sur des populations, malheureusement, qui n'ont pas beaucoup de revenus, fatalement, les investisseurs se désintéressent ou sont moins engagés, à moins qu'ils aient des valeurs humaines qui vont les pousser à mais ce genre de toi, le business model, là, je retourne sur mon aspect livraison, tu vois. Ok, c'est vrai que les gens, on va leur permettre un tarif hyper abordable sur le coût de transport. On a créé cette carte-là qui permet aux gens aujourd'hui de bénéficier de ces réductions de 50%. Mais là où nous, on va vraiment, ce qui va financer toute ma communication, etc., c'est la vente de cette carte qu'on vend à 29 € en valeur faciale, tu vois. Et qu'on met, on est en train de voir pour les distribuer dans différents points de vente. Mais voilà, ce qui va vraiment ramener du chiffre, c'est la carte, tu vois. Plus que le coût de transport où je suis vraiment minime, et encore même pas, tu vois, parce que j'ai réussi à avoir des tarifs hyper compétitifs au niveau des transports qui me permet, tu vois, de vendre, même quand je vends à 12 €, je marge à 100%, tu vois, parce que mon coût réel, il est en moyenne à 6 €, tu vois. Donc finalement, leur proposer un prix psychologique qui leur convient, et en plus de ça, vendre la carte, soit sous forme d'opération B2B, etc., c'est ça qui me ramène vraiment des sous, tu vois. D'accord. Et donc oui, on peut faire du business avec les territoires émergents et accessoirement marger et bien marger, tu vois, parce que nous, on a, dans les prévisionnels, on a une marge à 40%, tu vois. Donc c'est énorme. En fait, tu as été sur un territoire, je ne sais pas si tu connais la théorie de l'océan bleu. Il y a une théorie comme ça d'innovation qui dit on est dans des univers très concurrentiels, les transports, etc. Et l'idée, c'est d'aller trouver les endroits où personne ne va. Ouais, finalement, c'est ce que tu as trouvé. Exactement. Donc, c'est un exemple d'océan bleu. Voilà. Je le dis parce que des fois, on a des étudiants qui regardent ce genre de vidéos. D'ailleurs, tu as fait quoi, toi? Tu as passé des diplômes particuliers? Alors, moi, je suis issue de droit, en fait. J'ai fait du juridique parce que... étant petite, voilà. Initialement, moi, je voulais être avocat. Donc, j'ai fait mon cursus. J'ai fait un DUT carrière juridique, puis après une licence, puis après un master en droit pénal. Oui, le droit pénal est arrivé après, parce qu'après, je me suis dit, non, mais attends, je vais être procureur. C'est procureur que je veux être, sur les scènes de crime et tout. Et donc, mon master en droit pénal à Paris. Et après... je suis rentrée, en fait, j'ai rencontré cet assureur qui m'a donné la fibre entrepreneuriale. Je me suis dit, bon, en plus c'est Bordeaux, l'école de magistrature c'est Bordeaux,
C'est un peu loin de chez moi, parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que je fais jamais. Je vais jamais à plus d'1 heure de chez moi. C'est psychologique, je ne pars pas très loin. Et donc, je me suis dit, bon, on va prendre une année sabbatique, on va voir, et compagnie. Et en fait, non, pas du tout. Je suis restée dans l'entrepreneuriat. Après, tu as pris le virus. Voilà. J'ai pris le virus, et puis voilà, mais je suis là. D'accord. Mais je regrette pas, très sincèrement, je regrette pas, parce que, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, si j'avais poursuivi ma voie de procureur, voilà, bon, j'aurais fait un job que j'aime, mais j'aurais pas pu être dans cette révolution que je fais aujourd'hui, et je suis beaucoup plus utile en tant qu'entrepreneur aujourd'hui que si j'avais été procureur ou avocate. Tu vois. Là, je me sens vraiment au cœur des problématiques qui me sont sensibles, la cause des femmes, l'inclusion de ces territoires émergents, où là, je sais que je pose des actes concrets. Tu vois, on crée de l'emploi sur les territoires avec lesquels on travaille. On génère en moyenne entre 3 et 5 emplois avec une parité homme-femme, de préférence, quand c'est possible. Et pareil, tu vois, l'accès à la santé, là, je me dis que voilà, les gens qui vont utiliser cette plateforme-là, ça ne coûte pas plus cher qu'une consultation qu'on a ici. Le prix de base, c'est 25 €, je crois. Après, il y a des spécialistes, on apporte un accès à la psychologie, tu vois, à des psychologues et à des psychiatres. Dans ces endroits-là, quand on consulte un psychiatre ou un psychologue, ça y est, tout de suite, on est considéré un petit peu comme des fous, machin. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et je pense que ça, le fait de pouvoir leur permettre à huis clos de consulter un psychiatre sans qu'on voit qu'il rentre, parce qu'il y a ça aussi, de dire, je rentre, il est rentré là, il n'a pas bien dans sa tête. Non, là, de pouvoir parler avec quelqu'un, échanger, mettre des mots sur les mots que ces gens-là peuvent avoir, parce que c'est très dur. Hein. Moi, j'ai passé 1 an à Haïti comme une autochtone. C'est vachement dur. Hein. Des fois, t'as pas de thunes, t'as le bruit, il y a tout, le tremblement de terre, bon, pour rester sur Haïti, le tremblement de terre, l'ouragan quelques temps après. C'est très compliqué, tu perds tout ce que tu as, tu dois tout reconstruire, tu n'as rien pour le faire. Tu n'as rien pour le faire, tu n'as personne qui t'aide. Les gens qui ont le pouvoir, et après ça c'est politique, hein, mais les gens qui sont supposés être là pour t'aider à avancer, à te développer, c'est eux qui travaillent à maintenir cet état anxiogène et invivable finalement. Tu vois, puis tu as la chaleur, non, c'est horrible. C'est vrai, moi j'ai trouvé du bon dans ces horreurs, parce que moi j'adore faire les rencontres, tu vois. C'est vrai que quand j'étais là-bas, je prenais jamais de voiture personnelle, tu vois. Je prenais que les tap-tap, je montais toujours devant. Puis là, le temps d'un trajet, tu discutes avec le chauffeur, puis tu te rends compte que cette personne qui paraissait un petit peu, qui doit montrer qu'il est un peu énervé, qu'il est un peu dur, pour pas se faire attaquer, finalement, c'est une défense. Et quand tu discutes, tu te rends compte que c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui a vécu des choses, qui tente de survivre et de vivre, de faire vivre sa famille. Et puis j'ai fait de très très belles rencontres. C'est ce que je trouve génial en interrogeant des entrepreneurs. Alors c'est de s'apercevoir que l'entrepreneuriat, c'est pas juste. Alors, il n'y a pas que des personnes qui juste veulent faire du business et du fric. C'est qu'en général derrière, il y a un vécu, il y a des valeurs et en fait des personnes qui essaient juste d'agir sur le monde, leur monde. Et donc toi, c'est ce que tu fais. Et je trouve que tu l'as bien dit, quoi. C'est voilà, essayer d'apporter des réponses là où il n'y en a pas. C'est ça. Défendre les causes qui te sont chères aussi et créer de l'emploi. Enfin, après, c'est très pragmatique, quoi. Voilà. Après, c'est vraiment le sentiment d'utilité. Ouais. Voilà. Moi, quand j'ai un partenaire au Congo qui me dit, écoute, ce mois-ci, comme on a fait X ventes, il y a X flux, je vais pouvoir générer un emploi. C'est génial. Même si la personne, elle touche l'équivalent de 150 €, avec ces 150 €, elle va pouvoir manger, elle va pouvoir s'habiller, elle va pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Tu vois, c'est énorme. Ah oui, mais l'impact derrière. L'impact, il est énorme. Et c'est vrai que ça c'est des trucs qui me font. Ça n'a pas l'air. Il y a des gens qui me disent, ouais, attends, t'es loin et tout, machin. Mais le fait de savoir, tu vois, j'ai publié, je sais pas si tu as vu Aminata, le portrait d'Aminata sur mon profil. Là aussi, pareil, tu vois, c'est une mère de famille, elle vit au Franc-Moisin. Pareil, je me suis dit, jamais de la vie, j'irai au Franc-Moisin, mais non, je suis rentrée au fin fond de cet endroit où là, tu trouves une ville dans la ville. Et Aminata qui aujourd'hui, se génère de revenus, a une activité, donc n'est plus que au RSA ou je ne sais pas ce qu'elle avait comme aide,
tu vois. Il y en a quelqu'un qui travaille, Ouais. donc qui a une raison de se lever le matin, qui a des activités, qui peut s'occuper de ses enfants dignement, tu vois. Ouais, qui reprend le pouvoir qui sur reprend sa le- vie, quoi, voilà, finalement. tu vois. Et grâce à nos services, c'est pas énorme non plus, mais elle touche 8 pays maintenant, tu vois. Alors qu'avant, elle vendait ça aux gens dans son immeuble. Bon, elle faisait pas forcément plein de chiffres. Là, elle arrive à vendre, un, dans des territoires qu'elle connaît, et deux, à se générer un vrai revenu. C'est énorme. Ouais. Tu sais, je ne demande rien de plus. Tu vois, Non, quand non, mais j'ai ce type c'est- de retour, j'adore. C'est génial. C'est génial. Ah. Une question que je pose souvent Ouais. aux différentes personnes que je rencontre, que j'interviewe, c'est donc là, on a une caméra qui nous filme, on est enregistré. Potentiellement, tu vas retomber sur cette vidéo dans quelques mois, dans quelques années. Qu'est-ce que tu aimerais dire quel message tu aimerais passer à Ruth je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans? Si tu as envie de lui dire un petit message, c'est le moment. Qu'est-ce que je pourrais me Pas de dire pression non plus. Hein. Non, mais que j'espère vraiment que dans 5 ou 10 ans, je serai toujours la même personne et que je continuerai à œuvrer dans cette bienveillance qui est la mienne en fait. Finalement, c'est moi et j'espère que je ne changerai pas, même si la vie parfois nous amène à évoluer, à changer. Mais voilà, rester toujours cette bienveillante personne. Tant pour les miens que pour les gens que je connais pas d'ailleurs. J'espère que je serai toujours cette personne-là parce que c'est ce qui me fait, vibrer en réalité, tu vois. Rester utile et que j'espère que notre planète et Neo Shipping d'ici là auront bien évolué et que les territoires que je cherche à inclure aujourd'hui seront bien inclus dans le business, quoi. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, que toutes ces belles valeurs puissent être propulsées avec encore plus d'argent. Non mais c'est vrai, parce que quand tu as les moyens après de propulser des belles valeurs comme ça, c'est quand même plus intéressant que juste des boîtes qui font du business. Hein. Mais après, voilà, c'est un choix, hein, c'est vraiment un choix de vie et qu'on fait. Alors après, c'est encore une fois, c'est mon point de vue. Hein. Entrepreneur, c'est vraiment une passion qu'on doit avoir. Ouais. Tu vois, les gens qui me disent j'entreprends parce que j'ai des factures à payer, ben non, je cherche un CDI parce qu'en fait tu vas pas te plaire. Parce que être entrepreneur, t'as pas d'horaire, t'as pas d'argent parce que ça, je tiens à le dire, des fois t'as pas d'argent. On ne devient pas riche tout de suite. Voilà, tu sais pas tout de suite. Et le chemin, il peut être long. Il peut être long, des mois, voire des années. Enfin, plutôt des années que des mois, mais bon. Il faut avoir une motivation, il faut avoir une motivation de dingue parce que tu as le quotidien qui est toujours là, tu vois, tu as tes factures, tu as ta vie de tous les jours, tu n'as plus le temps forcément pour voir tes amis. Et puis tes amis qui ne vont pas comprendre que en fait tu bosses. C'est souvent les montagnes russes, c'est-à-dire qu'il y a des hauts qui peuvent être très hauts, voilà, des bas qui peuvent être très bas. Très bas, ouais. Il faut être super persévérant, il faut être résilient, savoir prendre du recul aussi sur ce qu'on fait, parce que finalement quand on est dans les très très bas, des fois on a envie de se dire non mais c'est bon, je lâche tout, j'en ai marre. Souvent il y a un truc positif qui arrive derrière. Et puis voilà, tout de suite tu as un autre truc qui vient te dire non mais qu'est-ce que tu dis là, allez hop, on repart. Et c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat parce que tu as ces moments là où tu fais tes montagnes russes et puis c'est du réel, c'est du vécu, tu vois. C'est l'adrénaline. D'agir en fait, tu as l'impression d'être acteur de ta vie. Exactement. C'est un peu le terme que j'emploie sur la chaîne Active Mind, c'est ça. Pouvoir être entrepreneur, c'est un des métiers, une des casquettes qui permettent d'être un peu acteur de sa vie, de faire ce que tu as envie de faire et de faire comme tu as envie de le faire. C'est ça. Écoute, ce sera, je pense, le mot de la fin. Ouais. Je te remercie beaucoup pour tous ces partages parce que tu t'es livré sur beaucoup de choses et des choses aussi très personnelles. Donc, je sais que c'est pas forcément facile toujours de faire ça. Ouais. En tout cas, maintenant, ça forge la femme que tu es. Et vraiment, merci de l'avoir partagé. En tout cas, merci à toi de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça a été un super bon moment. Tant mieux.